Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Hyacinthe pour son intervention sur le budget. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Le 20 novembre dernier, le ministre des Finances et de l'Économie et député de Rousseau, que j'aime bien à mon tour, moi aussi, au même titre qu'à l'instar du député de la Pelletrie, a présenté un budget costaud et équilibré. Et puis, je dire, à ce jour aussi, on peut dire qu'après 78 jours qu'on est en Chambre ici, on a réalisé quand même une bonne partie des engagements qu'on avait promis en campagne électorale. Imaginez-vous, dans 4 ans, où on va être rendu. Alors, je pense que c'est une chose qu'il faut tenir compte. Je suis très heureux de prendre la parole ce soir sur ce siège de l'Assemblée nationale comme député du Parti québécois et représentant la population de Saint-Hyacinthe. Je souligne avec force que je suis très, très fier de faire partie de l'équipe de la première ministre du Québec et députée de Charlevoix. Vous savez, ma circonscription compte quand même plusieurs municipalités. Alors, je les salue ce soir, je salue la population qui nous écoute, les gens de la présentation, de Saint-Barnabé, de Saint-Damas, de Saint-Dominique, de Saint-Hugues, de Saint-Hyacinthe, de Saint-Liboire, de Saint-Pie et de Saint-Simon. C'est au-delà de 57 000 électeurs et plus de 70 000 de population dans ma circonscription. Je suis fier de représenter une circonscription où l'agriculture et la transformation agroalimentaire y occupent une place de choix. Vous savez, l'agriculture, ces dernières années, on ne peut pas dire que ça a été quand même, ça a tout roulé sur l'or. Hein? Quand on dit qu'on perd une ferme par jour en moyenne au Québec depuis plusieurs années, bien, c'est signe que l'agriculture connaît des difficultés et je pense qu'avec le gouvernement antérieur a laissé aller les choses et la mesure de resserrement de 25 qui avait été mise sur pied par l'ancien gouvernement a fait en sorte que dans plusieurs régions du Québec, on a perdu beaucoup de producteurs et les fermes ont été mises en danger. Alors moi, je pense que ce que le gouvernement du Parti québécois a décidé de faire, c'est d'abolir justement le 25 la mesure de resserrement de 25 qui va faire en sorte de permettre à nos producteurs agricoles de mieux respirer un peu plus dans l'avenir. Alors, nous comptons aussi plusieurs autres entreprises manufacturières qui œuvrent dans des domaines variés qui viennent enrichir le niveau d'emploi dans la région. Les activités industrielles et commerciales, institutionnelles, résidentielles progressent rapidement. Quand je vois que dans le budget actuel, on crée la Banque de développement économique du Québec et puis qu'on va mettre en place dans les régions un fonds de 500 millions à la disposition des régions, justement, et des décideurs régionaux, je pense que ça, c'est de croire aux régions. Et j'écoutais mon collègue de Mégantic tantôt qui parlait des CLD. Mais je pense que ça va être une excellente nouvelle pour les CLD, justement. Il va y avoir un guichet unique dans une région pour avoir accès aux investissements et n'auront pas à courir sur plusieurs fronts. Ce qui est remarquable chez nous, c'est qu'il y a un parc technologique qui a été créé en 2002 sous un gouvernement du Parti québécois grâce au travail du député d'alors, M. Dion, et de Mme la première ministre actuelle, qui était ministre des Finances à l'époque et de l'Économie et de la Recherche. N'est-ce pas là un exemple de vision qu'avait le gouvernement du Parti québécois qui donne des résultats et classe le Québec parmi les meilleurs au monde? C'est plus de 200 chercheurs qui travaillent dans cet environnement de pointe très spécialisé pour tout ce qui touche le domaine agroalimentaire, vétérinaire et bioalimentaire. Quand le gouvernement actuel aura repris le contrôle et le développement de nos ressources naturelles qui nous appartiennent à tous les Québécois et à toutes les Québécoises, nous pourrons créer la prospérité et continuer de financer nos acquis sociaux. C'est pas mal loin, ce discours des membres de l'opposition, tels les députés de Rivière-du-Loup, Laurier-Dorion, Châteauguay, Outremont, Louis-Hébert, l'Assomption, Chauveau, Grande-Bay, et je pourrais mentionner ceux qu'aujourd'hui, j'ai écouté attentivement, j'ai pris des notes. Vous savez, les députés libéraux aujourd'hui, quand ils ont parlé de la taxe sur la boisson alcoolique, alors ils ont laissé entendre dans leur intervention que nos restaurateurs n'auraient pas la capacité de gérer leur propre inventaire, de gérer des inventaires. C'est trop compliqué pour eux, ça, il semblerait. Moi, si j'étais un restaurateur ce soir, j'aurais écouté les débats de l'opposition, les arguments de l'opposition, je serais quasiment insulté parce que, dans le fond, c'est à eux qu'appartiennent, c'est eux qui gèrent leurs inventaires, puis c'est pas si compliqué que ça, gérer un inventaire. Et je pense qu'ils le savent. Il y a peut-être une mesure, la mesure actuelle est peut-être compliquée pour eux, pour certains, mais il reste une chose, ces gens-là sont capables de gérer leur propre inventaire. Je ne pense pas que les députés de l'opposition puissent venir leur faire une leçon là-dessus.
Quand on parle du député de Laporte, le député de Laporte, cet après-midi, nous disait que les banquiers, le Québec avait été serait mal géré sur un régime du Parti québécois. Moi, je lui répéterais que si les banquiers qui géraient leurs affaires, comme le gouvernement du Parti libéral a géré les affaires du Québec ces dernières années, moi, je ne suis pas sûr qu'il y a bien des banquiers qui seraient encore en poste. Hein. Pour moi, on aurait plusieurs banques qui auraient fait faillite. Tant qu'au député de Rivière-du-Loup qui a fait une escalade sur le Témiscouata, moi je suis natif de cette région-là, alors je vais lui faire quelques petites remarques. Où est-ce qu'il était, le député de Rivière-du-Loup, quand Hydro-Québec a décidé de fermer un atelier de réparation à Desjolies en 2011? Un atelier de réparation dont Hydro-Québec avait investi 6 millions construit à Desjolies et qu'on ferme au bout de 2 ans, 12 pertes d'emplois dans une petite municipalité. Alors qu'a fait le député à ce moment-là, puis son gouvernement, pour régler ce problème-là? On ne l'a pas entendu trop souvent. Un autre cas dans son comté, dans le comté de Témiscouata, qui se targue de dire que le gouvernement va créer du chômage dans son comté. À Saint-Pierre-Lamy, justement, un autre cas d'Hydro-Québec. On entendait une ligne triphasée. On n'a pas entendu beaucoup parler, le député de Rivière-du-Loup, de la ligne triphasée de Saint-Pierre-Lamy. Alors, ça a pris 9 ans avant qu'on puisse les écouter. Puis c'est le député de Kamouraska-Témiscouata, M. André Simard, qui est plus ici aujourd'hui, mais qui a réglé le problème ou qui a travaillé pour régler le problème, justement, des gens de Saint-Pierre-Lamy. Alors, où était le député de Rivière-du-Loup à ce moment-là? Où était le Parti libéral? En forêt, on en parle un peu. On parle de la crise financière. Une des circonscriptions du Bas-Saint-Laurent qui a été le plus touchée par la crise de la forêt, c'est le Témiscouata, justement, parce qu'il s'est perdu au Québec 30 000 emplois. Imaginez-vous, 30 000 emplois répartis à travers le Québec, c'est beaucoup, beaucoup d'emplois. Puis là, il vient de nous dire qu'il va peut-être perdre quelques emplois là, à cause du budget de notre ami, de notre collègue et ministre des Finances et de l'Économie. J'entendais aussi le député de Mégantic tantôt. Je peux juste faire un petit... il dit, on a fait un cadeau aux étudiants. Alors, ils permettent aux étudiants d'accéder aux études supérieures, c'est leur faire un cadeau. Permettre aux étudiants de venir enrichir le Québec de leurs connaissances, c'est leur faire un cadeau. Moi, je préfère faire un cadeau aux étudiants que de donner des milliards, justement, à ceux aux corrupteurs, justement, qui ont corrompu, on ne va pas dire la machine publique, qui ont corrompu notre système, et puis maintenant qui se sont enrichis à nos dépens. Je pense que ce serait bien plus formateur, bien plus rapporteur pour le gouvernement du Québec de donner des sous, hein? Aider nos étudiants à atteindre des études supérieures. Je pense que ça, c'est pas mal plus pour l'avenir, c'est plus formateur. Alors, tout à l'heure, on a entendu parler, le député de Mont-Royal parlait du déclin, le déclin. S'il y a eu un déclin au Québec ces dernières années, c'est sous le régime du Parti libéral. Parce que le déclin, là, si on parle de la dette, l'augmentation de la dette, ça, c'est un vrai déclin pour nous tous, pour l'ensemble de la collectivité. OK? Et la perte de contrôle de nos finances publiques, c'est aussi un déclin. Quand on laisse les gens prendre contrôle des finances publiques et que nous, on ne s'en occupe pas, bien, c'est mettre de valeur. Ça, c'est le véritable déclin. Alors, quand je pense, moi, on n'a pas de leçon à recevoir là, devant des gens de l'opposition. Moi, j'aurais une petite gêne, en tout cas, à les écouter actuellement. Là, on aurait une petite gêne de se prononcer là-dessus. Vous savez, les augmentations de tarifs, de taxes records échelonnées sur plusieurs années à venir, après avoir fermé les yeux sur la collusion et la corruption installées un peu partout au Québec, après avoir abaissé vers le bas l'éthique et la déontologie de nos institutions, après avoir raté toutes les cibles qu'ils s'étaient données au plan du développement économique, en santé, en éducation, en agriculture, en forêt et en environnement, puis j'en passe. Alors imaginez-vous, on est rendu à un déficit commercial de 22 milliards de dollars au Québec, alors que dans les années 2000, on était en surplus commercial. Ça aussi, il faut y penser. C'est des emplois qu'on a exportés à l'extérieur. Et ça s'est fait sous un gouvernement du Parti libéral. Le bilan du gouvernement de Jean Charest en matière d'économie et de finances a été pitoyable au cours des 9 dernières années. Ce gouvernement libéral passera à l'histoire comme le pire gouvernement ayant dirigé et géré le Québec au cours de son histoire. Imaginez un peu, les champions de l'économie, comme ils se plaisent à le dire, qui ont endetté le Québec comme aucun gouvernement ne l'avait fait avant lui. Il faut
Il faut voir l'ancien ministre des Finances et député d'Outremont et plusieurs autres teneurs libéraux venir nous parler en cette Chambre des retombées de leurs années d'improvisation. Quand on parlait tantôt, mon collègue parlait de projection, ça en est de la projection. Soit l'incertitude économique, l'inquiétude des milieux financiers et de décote, alors qu'eux-mêmes sont les responsables de la situation actuelle des finances du Québec. Alors, je peux vous donner un petit exemple. La dette du Québec, 33 depuis l'arrivée de Jean Charest en 2003. Chemin faisant, le Québec reste la province la plus endettée du Canada, alors que sa dette, 173,3 milliards au 31 mars prochain, représente 54,6 de son PIB. En raison du solo déficit prévu cette année et l'ajout de nouvelles dépenses, Québec prévoit que la dette brute s'alourdira de 10,5 milliards cette année. Elle passera en 12 mois de 173,3 milliards à 183,8 milliards. Selon plusieurs, le gouvernement Charest a été responsable de 33 de la dette. La dette est devenue le troisième poste budgétaire en importance. Dans un rapport publié à l'hiver 2012, l'Observatoire de l'administration publique relève qu'entre 1999-2000 et 2005-2006, la dette nette a augmenté à un rythme annuel moyen de 4,1 du PIB au cours de la même période. L'année 2008-2009 a toutefois marqué un renversement de tendance. En effet, entre 2007-2008 et 2008-2009, la dette a augmenté de 3,1 alors que la croissance du PIB s'est limitée à 2,3 La tendance de la dette au cours des années, en 2010-2011, c'est passé de 6. La dette a connu une augmentation de 6,1 par rapport au PIB qui lui a connu une augmentation de 4,8 Alors, ce sont ces gens-là qui viennent nous faire des leçons d'économie aujourd'hui, alors qu'ils ont laissé le Québec dans le trouble. On va regarder au niveau des hausses de tarifs. Je vous donne un petit exemple. Au niveau des hausses de tarifs, là, c'est important. On dit ce que c'est le gouvernement. La hausse du taux d'imposition, 140 millions. Hausse du coût des permis de conduire, 501 millions. Hausse des coûts d'immatriculation des motos, 350 La cotisation au régime québécois d'assurance parentale, 124 millions. Des frais de garde, 170 millions. Des tâches scolaires, 165 millions. Régime d'assurance médicaments, 173 millions. Prix de l'électricité, 971 millions. Du prix des certificats de naissance, de mariage et de décès. Des prix de vin et des spiritueux. Alors, on parle tantôt qu'on a augmenté les puis ça, c'est scandaleux, mais eux, ils l'ont augmenté aussi, 15 millions. Du prix des permis de pêche et de chasse, 15 à 21 Hausse de 2 de taxes de vente. Hausse des frais de scolarité de 100 par année depuis 2007 et augmentation de 82 qu'on a mis dans le budget l'an passé. Augmentation de 1 cent par litre par an de la taxe sur le carburant. Cotisation santé qui a passé à 200 les gens passent. Alors, ce sont tous des augmentations de tarifs sous le gouvernement du Parti libéral qui a fait en sorte d'augmenter la dette aussi, faire augmenter notre dette. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? On l'a gaspillé. Je vais vous citer un texte qui est paru dans Le Devoir dernièrement. Un texte qui vient de l'ex-député libéral de Montmorency-Orléans, qui parle ainsi. Le rapport de la firme de consultants Secor KPMG, intitulé « Études sur la gestion actuelle du plan québécois des infrastructures et sur le processus de planification des projets » qui vient d'être rendu public, met en lumière l'improvisation et l'amateurisme qui ont marqué la gestion des finances publiques québécoises au cours des dernières années du gouvernement Charest. Selon ce rapport, une sous-évaluation de l'ordre de 14 milliards des coûts de projets majeurs d'infrastructures aura comme conséquence la mise en veilleuse de plusieurs projets de première nécessité du ministère de la Santé et des Services sociaux déjà annoncés par les libéraux. Cela étant dit, il faut vraiment avoir l'esprit, je cite les mots, vous me le retirez si ce n'est pas permis. Ceci étant dit, il faut avoir l'esprit tordu et être de mauvaise foi pour qualifier le président du Conseil du Trésor d'inconscient en matière de contrôle des dépenses publiques, et ce, en invoquant le fait que la carte de crédit est pleine, comme l'a fait récemment à l'Assemblée nationale le député de Louis Hébert. On peut cependant se demander où était cet ex-ministre lorsque le gouvernement auquel il appartenait avait recours si allègrement à la fameuse carte de crédit, alors que la dette publique du Québec s'est alourdie de plus de 60 milliards au cours des 9 années pendant lesquelles son parti a exercé le pouvoir. Ce gouvernement aura d'ailleurs été délinquant jusqu'à la fin de son règne, puisqu'il lègue en héritage au gouvernement
un trou budgétaire dépassant 1,5 milliard pour l'exercice financier en cours. Quiconque a servi au sein d'un gouvernement dont le laxisme dans la gestion des finances publiques a contribué à une augmentation d'une ampleur sans précédent de la dette de l'État québécois. Imaginez. Alors, je vais conclure en disant ceci. Le ministère des Finances et de l'Économie a présenté un budget raisonnable et équilibré. Ce budget donne un peu d'air aux familles de la classe moyenne. Ce budget présente une vision économique claire qui a pour objectif de faire augmenter l'investissement privé au Québec, ce qui aura des effets bénéfiques pour tous les Québécois. Ce budget permet au gouvernement du Québec de reprendre le contrôle de ses finances publiques en revenant à l'équilibre budgétaire et en respectant les cibles de déduction du poids de la dette. J'invite donc tous les parlementaires à l'appuyer, parce que nous sommes quelque chose comme un grand peuple. Merci. Bravo! Merci à vous, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe.